Bonjour à toutes et à tous. Voilà, dans cette vidéo qui est la deuxième sur l'accompagnement à la parentalité, je vais vous présenter un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les parents et qui viennent un peu de mon expérience professionnelle, à la fois auprès de professionnels de l'enfance, des crèches, etc., puis des situations que je rencontre au cabinet. Donc, comme d'habitude, je vais partager mon écran. Voilà. Et donc, sur identifier des difficultés et des besoins des parents, moi j'appelle ça la quadrature du cercle pour les parents aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de pression, ils subissent quand même énormément de pression. Je parlais dans la vidéo précédente des familles traditionnelles et des familles relationnelles ou modernes, hein, si on, voilà, une famille relationnelle. Euh, Dans les familles traditionnelles, j'allais dire un des avantages et des inconvénients, c'est que en général, les intérêts de la famille sont plus importants que les intérêts d'un seul individu. Voilà, c'est-à-dire que bah, les gens ils vont s'adapter. Si leur père il a une entreprise, et ben ils vont accepter peut-être de suivre les pas de leur père pour que l'entreprise continue, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les familles relationnelles où en fait les familles relationnelles elles vont être composées d'individus et la famille doit être le lieu de l'épanouissement individuel. Donc, ce qui est quand même très agréable parce qu'on se dit qu'on a plus de liberté et qu'on va pouvoir faire les choses pour soi, mais ce qui met quand même beaucoup de pression pour les parents parce qu'il va falloir que leur enfant s'épanouisse. C'est-à-dire que il y a une responsabilité d'avoir un enfant qui va bien, qui développe ses talents, et c'est bien pour ça qu'il y a tellement de demandes aujourd'hui sur des activités, sur on va s'acheter des trucs Montessori, on va monter dans leur chambre un parcours de machin, un parcours de trucs, il y a des activités de toutes sortes, parce qu'il faut que chacun s'épanouisse et les enfants aussi. Voilà. Il faut aussi que le père et la mère s'épanouissent, hein, ce qui mène à des emplois du temps de dingue où il faut que tout le monde court dans tous les sens pour aller s'épanouir. J'exagère un petit peu, je force le trait, mais c'est un peu ça. Dans les familles relationnelles aussi, le rôle de la famille, c'est d'assurer un soutien identitaire et des satisfactions affectives. C'est-à-dire, soutien identitaire, c'est chacun va se fabriquer sa propre identité. Donc, faut être différent. Tous les manuels vous disent que s'il y en a un qui fait du foot, faut pas que les autres fassent du foot parce que sinon ils vont se comparer, etc. Enfin, après, dans le quotidien, ça devient quand même des fois un petit peu compliqué. Et puis, beaucoup de satisfaction affective, c'est-à-dire qu'il faut les aimer, les enfants, il faut les câliner, il faut les cajoler, etc., etc. Et il faut que tout le monde soit heureux, hein, ce qui est quand même une pression assez forte. En plus, alors, chacun doit être autonome, hein, chacun doit faire ses choix, chacun doit avoir ses préférences et chacun a des droits. Bon. Et bon, c'est bien hein, que chacun ait des droits, voilà. Mais c'est vrai que dans le quotidien, le truc à gérer va être quand même assez compliqué. De Saint-Gly, qui est un sociologue de la famille, il dit que finalement, les familles aujourd'hui, on cherche les avantages de la vie en solo et les avantages de la vie de famille. Bah, ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on rencontre tous les jours avec des parents qui sont en PLS parce qu'ils essayent d'avoir les avantages de la vie en solo, les avantages de la vie de famille, et que bah voilà, faut remplir le frigo, faut faire le ménage, faut aller faire du pilate, l'autre il va aller faire du trail, les enfants ils ont leurs activités. Ça fait des emplois du temps de ministre et puis ça fait beaucoup de pression, de compromis et de réduire, enfin de voilà, d'essayer de résoudre la quadrature du cercle parce qu'en fait c'est très compliqué toutes ces exigences divergentes qui obligent à des compromis incessants et fatigants. C'est-à-dire que voilà, on est toujours en train de faire des arbitrages, on est par mon et par vos. Bon, alors évidemment, comment vous dire, si on compare avec la famille des années 50 où tout le monde n'avait pas une bagnole et qu'il n'y avait pas 50 clubs de je ne sais pas quoi, et puis de la musique, et puis du sport, et puis des ateliers trucs et des ateliers machins, sans compter l'orthophoniste, le psy, le truc et le machin, bah oui, c'est compliqué, hein. Et puis avec beaucoup de pression sur les mères parce qu'elles travaillent, puis qu'en même temps, il faut prendre soin de soi, etc. Donc, objectivement, la vie n'est pas très, très simple. D'ailleurs, le Covid a été assez intéressant parce que ça a obligé les gens à s'arrêter. Et il y a vraiment des gens qui ont apprécié, hein, en disant, mais moi, je ne recommence plus dans cette roue d'écureuil, quoi. Et puis, on a un gros poids de responsabilité individuelle dans l'exercice de l'autonomie parce que puisque chacun est autonome et fait ses choix, bah, il doit assumer ses choix. Et bon, il y a des auteurs hein, qui ont écrit des choses intéressantes sur la fatigue d'être soi, mais c'est très très fatigant parce que du coup, on est toujours en train de se demander si on fait des erreurs et on est toujours en train de se culpabiliser s'il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà.
Alors que je vais revenir à la famille des années 50, bah oui, bah quand il y en avait, est-ce que les gens se culpabilisaient autant quand leurs enfants réussissaient pas bien, quand ça n'allait pas bien? Est-ce qu'on culpabilisait les familles de tout et de rien? Je ne suis pas sûre. Voilà. Aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui va pas, voilà, c'est la famille qui a pas fait ci, c'est la famille qui a pas fait ça. Donc aujourd'hui, être un parent, c'est quand même beaucoup de pression à la performance, à la réussite, et il faut que tout le monde soit heureux. Voilà. Ah, beaucoup de discours aussi, j'allais oublier cette ligne-là, puis il y en a une autre après. Beaucoup de discours autour des désirs et des droits, c'est-à-dire chacun a envie d'eux, etc. Puis chacun a le droit d'eux. Et ce qui me semble être assez fascinant, mais peut-être que je me trompe et peut-être que c'est pas une bonne analyse, c'est que finalement, il y a très très peu de discours autour des besoins de l'enfant. Voilà. Et c'est même presque quelque chose, même au sein de l'école, puisque comme je fais beaucoup d'interventions aussi auprès de personnel périscolaire ou d'ATSEM, moi j'ai un très 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 gros problème avec notamment les besoins physiologiques. Notamment le besoin de dormir. C'est-à-dire que le besoin de dormir, aujourd'hui, c'est un truc qui transparaît alors qu'on soit assistante maternelle, en crèche ou en périscolaire. On a des enfants qu'on ne laisse pas dormir ou que, en fait, comme si le sommeil, la proue, ça servait à rien. Donc, les enfants, ils pioncent, ils écrasent le lundi et le mardi en crèche parce que les parents leur ont pas forcément fait de faire de sieste le week-end. Et à l'école maternelle, on est prié de plus faire de sieste à partir de 4 ans, comme si c'était du temps perdu. Voilà. Faut pas qu'ils dorment trop, etc. Et du coup, on est sur des choses où il faut s'épanouir avec ça. Mais alors, des besoins, les besoins physiologiques, les besoins fondamentaux, etc. Moi, je vois rien à l'horizon. Oui, et les besoins des parents aussi, hein. Les besoins de dormir, les besoins de se reposer, de pas toujours être par mon et par vos. Euh, Moi, j'aurais besoin que ma diapo, elle passe au suivant. Alors, il faut aussi prendre en considération dans les changements des familles, le fait que les familles soient beaucoup moins nombreuses, que les gens fassent plus d'études et qu'on ait moins d'enfants, fait que quand les gens ont leur premier enfant, la plupart du temps, ils n'ont jamais vu un enfant en vrai. Voilà, ils en ont vu dans la télé, ils en ont peut-être vu sur YouTube, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient porté un bébé dans leurs bras. Très certainement, la plupart ne se sont jamais occupés d'un bébé. Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve avec un bébé qu'on n'en a jamais vu, ça pleure, des fois c'est moche hein, en fait, hein, à la naissance, hein, oh là là, ils ont le crâne en forme de banane, tout ça. Et en fait, on n'a aucune expérience pratique de ce que là ça implique. Donc en fait, on a des connaissances livresques, théoriques et de l'imaginaire. Voilà. Et ben, je vais dire que des fois, l'atterrissage est quand même compliqué, hein. Euh, là peut-être que vous allez trouver que c'est un peu dur, mais je trouve qu'il y a beaucoup de préparation autour de l'accouchement, mais on n'est pas préparé forcément à la vie avec des enfants en bas âge et avec toutes les difficultés que ça représente. C'est-à-dire que oui, en fait, on va être fatigué. Oui, ça va être dur de se réveiller X fois par nuit. Oui, l'allaitement, c'est pas toujours marrant. Non, en fait, on va se promener avec un jogging et le cheveu gras chez soi. Et on va pas être super. Et en fait, ça va pas être le bonheur sans mélange. En fait, c'est pas tout à fait. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on a projeté. Et ce truc-là qui entre la réalité et le rêve, ça va être assez compliqué, quoi. Finalement, il y a des parents qui sont vraiment très démunis, qui ont l'impression qu'ils ratent tout, alors qu'en fait, ils font tout bien. C'est juste que, bah non, en fait, le week-end, vous n'avez pas envie de sortir, vous avez envie de rester peinard et peut-être aller faire un petit tour au parc, mais c'est parfait. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires. Voilà. Et si vous avez eu le temps de faire le ménage, d'aller faire les courses et de vous occuper de votre gosse, bah en fait, sur des gosses en bas âge, bah c'est normal, on n'a pas tellement le temps de faire autre chose. Ce qui est relativement nouveau et qui s'est beaucoup développé dans ces 10 dernières années. Bon, alors les pressions venant des familles, ça c'est un grand classique. Oh là là, mon fils, quand il avait cet âge-là, il était prof. Ou ah, bah, mon Dieu, tu lui donnes déjà des trucs mixés. Ah mon Dieu, il a 4 mois, tu commences la diversification. Enfin bon, bref, hein, ça c'est les trucs, les pressions, voilà, les professionnels, dont un certain nombre autoproclamés, avec des gens qui racontent tout et n'importe quoi, notamment sur l'éducation positive. Et là, je vous renvoie à la psychologue Goldman, dont j'apprécie beaucoup certaines de ses interventions. Et puis alors, surtout beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, les Instagram, où il y a des gens avec des influenceurs qui présentent des choses absolument exceptionnelles. Mon enfant qui ouvre ses cadeaux, regardez comme mon enfant il est beau, et il est habillé comme ci, il est habillé comme ça. Et en fait, ça donne une image de la perfection que les parents se prennent en pleine tête. Et eux, ils se regardent donc avec leurs cheveux gras et leur jogging en se disant que vraiment, 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 ils sont nuls.
Donc ça, cette comparaison toujours avec les autres qui serait formidable, ben ça c'est compliqué. Et je précise aussi que il y a des influenceuses assistantes maternelles aussi qui passent leur temps à poster des trucs et qui mettent le seum aux assistantes maternelles qui postent pas des trucs en se disant mais comment elles arrivent à faire tout ça? Ben, j'allais dire que quand on a le temps de prendre des photos, on n'a pas le temps de faire autre chose, mais enfin bon. Et puis, non seulement on leur fout la pression, tout ça, tout ça, tout ça, et puis après, quand ils sont en difficulté, on leur dit, ah là là, mais c'est au fond de vous, vous devez vous faire confiance. Ben ouais, ben, c'est un petit peu compliqué quand même, hein. Ça manque de gens avec qui interagir. Voilà. Ensuite, être parent, c'est être responsable du bonheur de son enfant, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, bon, alors, je suis tout à fait d'accord que quand il y a des situations qui vont pas, c'est normal d'aller voir le psy, mais enfin bon, en fait, avoir des hauts et des bas dans son existence, c'est normal, et en fait, un enfant, il n'est pas toujours heureux. Et si on croit qu'il doit être toujours heureux, bah oui, on va avoir du mal à lui mettre des limites, parce que du coup, quand il va pleurer parce qu'il n'a pas eu sa troisième danette, bah, il va pas être heureux, hein. Voilà. Et ça c'est compliqué, c'est-à-dire que dans les générations précédentes, on n'a pas demandé aux gens d'être responsables du bonheur de leur enfant. Voilà, on voulait qu'ils aient un bon travail, une bonne vie, etc. Mais là, les gens qui arrivent en disant, moi, la seule chose que je veux, c'est qu'ils soient heureux. Mais c'est pas un programme d'éducation, ça, en fait, hein. Et donc, on va avoir des parents qui vont chercher à éliminer toutes les expériences douloureuses et inconfortables à son enfant, parce qu'en fait, soit ils ont peur de le blesser, soit ils ont peur carrément de le maltraiter ou de le traumatiser. C'est-à-dire que dès qu'on va dire non, dès qu'il pique une crise, mon Dieu, j'ai peur, il va peut-être être traumatisé à vie, il faudra qu'il passe 15 ans chez le psy. Et ça, c'est compliqué aussi parce que du coup, on fait plus la différence entre bah, un moment, un enfant a un inconfort et un moment, il serait vraiment en détresse. Parce qu'évidemment qu'il ne faut pas laisser des enfants en détresse, mais vivre un inconfort parce qu'on a eu qu'une boule avec une glace, qu'on a une glace avec une boule et pas trois, voilà, c'est quand même pas la même chose, quoi. Ou vivre un inconfort parce que la mère veut pas qu'on fouille dans son sac ou qu'on lui pique son téléphone, bah, ça reste un inconfort et c'est pas un traumatisme. Et comme toute expérience douloureuse va à l'encontre de l'idée du bonheur, et ben, c'est compliqué. Et puis donc on subit des injonctions paradoxales de fou, c'est-à-dire qu'il faut vivre pour soi, il faut se réaliser, mais en même temps il faut que son enfant soit heureux, il faut qu'il aille toujours bien, et il faut qu'on puisse poster des trucs où tout le monde sourit et c'est génial. Bon bah, la vie, c'est pas ça. Et cette perfection, ça met une grosse, grosse, grosse pression parce que les gens qui ont des vies tout à fait normales et qui se débrouillent tout à fait bien ont l'impression qu'ils passent à côté de tout, ce qui n'est pas le cas. Et pour terminer, je dirais aussi qu'une des grosses difficultés, c'est d'être à la fois surinformé et complètement seul face à la réalité, c'est-à-dire que de l'information, on en trouve partout. Effectivement, il y a un nouveau site du gouvernement là sur les 1000 premiers jours qui vise à donner un peu d'infos, mais moi je trouve qu'il est un peu léger, puis j'apprécie pas trop le ton, enfin bon, ça m'appartient. Donc on a des informations, on en trouve partout, et en même temps, face à la réalité d'un môme qui dort pas la nuit, d'un môme qui mange pas, face à un allaitement à la demande qui est complètement dérivé et qu'on allaite 8 fois la nuit et qu'on n'en peut plus et qu'on est usé, eh ben on est tout seul en fait. Voilà. Et ça, c'est compliqué parce que ça veut dire que les adultes, les parents, ils ont besoin en fait d'avoir des professionnels face à eux qui sachent les accompagner dans leur cheminement de réflexion, en fait, parce que chaque enfant est différent et la parentalité, c'est vraiment un chemin qu'on fait, qu'on apprend sur le chemin, mais c'est bien si on a des gens avec qui on peut échanger, faire part de ses doutes, de ses peurs, de ses erreurs, et pour faire le pas supplémentaire, quoi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être bombardé d'informations, mais de favoriser la pensée, en fait. Voilà. Et puis l'isolement aussi quand on est en congé mat, hein, c'est-à-dire que tout le monde, oh là là, c'est tellement bien d'être tout seul avec son enfant. Alors le congé maternité en lui-même, c'est très très bien, hein. Évidemment, même le congé parental, très bien. Ouais, très bien, sauf quand on se retrouve enfermé dans son appartement toute la journée avec son môme et qu'on n'en peut plus parce qu'on n'a pas vu un adulte de la journée. Voilà, c'est pareil, il y a 50 ans où il y a des endroits où quand vous êtes une mère avec ses enfants, en fait, vous êtes pas seul, il y a toujours des gens à aller voir. Aujourd'hui, vos copines, elles sont en taf, et puis vous, vous êtes avec votre môme qu'à 6 mois, et objectivement, hein, les besoins d'une femme adulte, c'est pas de passer que sa journée avec un môme de 6 mois qui parle pas, quoi. Voilà, même s'il est formidable et qu'on peut passer du temps, en vrai, on a besoin d'autre chose aussi, quoi. Voilà, d'un contact adulte. Du coup, c'est bien de faire connaître aux parents les lieux parents-enfants. Bon, alors du coup, être parent, c'est être tenté par les méthodes. D'ailleurs, les méthodes qui se vendent très très bien, hein, les 5 trucs à pas dire, les 6 trucs à faire, l'éducation positive. Les méthodes, c'est génial parce qu'en fait, ça calme l'angoisse existentielle. Vu que tout d'un coup, voilà,
j'étais une maman, c'était formidable, ou un papa, je me retrouve avec un môme là dans les bras qui pleure parce que dans le bouquin c'était marqué que si je lui changeais sa couche et que je lui donnais à manger, ça irait mieux. Bah en fait, c'est pas tout à fait ça. Et puis on se rend compte de la responsabilité qu'on a pris en ayant un enfant, hein, parce qu'en fait il est totalement vulnérable et que si on le pose là, il va pas se débrouiller tout seul et on a pris pour 25 ans. Donc forcément c'est un petit peu angoissant, on a peur de pas faire bien, etc. Donc les méthodes, c'est l'assurance de dire bon bah si je fais comme ça, tout va bien se passer, hein. Et ça se vend bien avec les réseaux notamment. En plus, les méthodes, ça promet toujours des résultats. Parce que moi, j'ai rien contre l'éducation positive. C'est pas possible d'être contre l'éducation positive. Je n'ai rien contre la diversification menée par l'enfant, etc. Après, le problème, c'est quand les gens s'en saisissent pour faire des promesses extraordinaires. Voilà. C'est-à-dire que si on fait la DME, votre enfant, il n'aura pas de problème, il n'aura pas d'appareil dentaire, il parlera mieux, il sera épanoui, il sera super intelligent. Ben, faut pas déconner, quoi. C'est juste une façon d'introduire de la nourriture. Donc, voilà. Et puis alors, quand on a des gens qui sont à fond dans leur méthode, là, c'est bien parce que quand vous n'y arrivez pas, parce que ça fonctionne pas, bah après on vous culpabilise parce que en fait c'est parce que vous n'avez pas fait bien. Au lieu de se dire que tout simplement les méthodes, elles existent pour éclairer des choses, mais que tout doit être adapté, hein, voilà. Donc il y a des gens qui font plus de la même chose en espérant que ça va se calmer, que ça ira mieux, ben en fait non. Et puis voilà, ce que je disais aussi tout à l'heure, à travers les réseaux sociaux, on est face à des modèles complètement inatteignables. Enfin, je veux dire, on va pas aller se comparer à des gens qui ont des nannies. Allez, bon, c'est pas que je suis beaucoup Kardashian, parce que en fait, je m'en fiche, mais je sais qu'elle a 4 enfants. Je suis pas sûre qu'elle se lève la nuit pour les nourrir. Il me semble bien qu'elle en a une aussi avec une gestation pour autrui. Donc c'est sûr, c'est plus facile de maintenir sa ligne. C'est plus facile quand on a un coach qui vient à la maison, qu'on n'a pas besoin de faire les courses et qu'on fait pas à manger, hein, voilà. Mais du coup, vous et moi, on n'est pas dans cette situation-là. Et puis, quand on fait partie de groupes sur les réseaux sociaux, de groupes d'allaitement, de groupes de ceci, de cela, il y a une très très grosse pression à la conformité. Donc ça veut dire que si on a décidé, par exemple, de faire de l'allaitement à la demande et qu'on se retrouve dans des groupes un peu extrêmes, et ben dès qu'on va dire que oh là là, j'en peux plus, j'en ai marre, en gros, on va être un traître ou on va dire mais non, mais continue, mais ceci, mais t'as qu'à faire que. Et à un moment, bah, ça ne convient plus aux gens, quoi. Et puis, c'est à chacun de choisir le jour où il en a ras-le-bol, en fait. Et en tant que mère, on a le droit de se dire au départ qu'on va allaiter longtemps, puis de changer d'avis, ou au contraire dire qu'on ne va pas allaiter aussi. Enfin, voilà. Et cette pression supplémentaire, ben, c'est quand même très compliqué, hein. Alors, les méthodes, donc il y a l'allaitement à la demande. Je ne peux pas être contre l'allaitement à la demande. Sauf que quand on a dit allaitement à la demande, on n'a rien dit. L'allaitement à la demande, ça s'oppose à l'allaitement à heure fixe, hein. Mais allaitement à la demande, ça ne veut pas dire qu'on passe sa journée à allaiter. Alors, si on a envie de passer sa journée à allaiter, il n'y a pas de problème. Mais quand à un moment, on n'en peut plus parce qu'on fait que ça et qu'en fait, on sert de tétine, donc oui, l'enfant, il a besoin de tétouiller, hein. Enfin, il peut tétouiller sa langue, il peut tétouiller une tétine, il peut tétouiller un bout de je sais pas quoi, il peut tétouiller ses doigts. Et l'allaitement à la demande, ça ne veut pas dire que quand on a un enfant de 2 ans, on l'allaite 8 fois dans la nuit. Voilà. Ça ne veut pas dire que quand on peut allaiter un enfant qui a 4 ans, mais est-ce qu'on est obligé de l'allaiter dans la rue là, immédiatement ou à la sortie de l'école? Alors que s'il n'était pas allaité, par exemple, peut-être qu'il attendrait de rentrer chez lui pour prendre son goûter. Donc, l'allaitement à la demande, très bien, mais il y a une réflexion à avoir aussi sur sa posture de mère, puisqu'on n'est pas forcément on fait ses choix et on n'a pas envie forcément de se transformer en personne qui allait tout le temps et de devenir esclave de son enfant en fait. Voilà. Parce que l'allaitement c'est très bien, mais il y a d'autres façons aussi d'être en contact avec son enfant, d'être dans l'affection, etc. On peut donner le biberon en étant très affectueux dans le regard, etc. Puis on peut parler aussi, tout n'est pas dans l'allaitement. Le portage, bah, est-ce que je peux être contre le portage? Bah non, parce qu'en fait, l'enfant, il a besoin d'une proximité physique aussi. Mais enfin, quand on a des parents qui portent un enfant de 3 ans dans le dos et puis l'autre de 6 mois devant pour faire la cuisine, il y a un moment, quand on a un enfant de 3 ans, bah, d'abord, il peut marcher, il peut jouer, il peut s'asseoir par terre. Et un enfant qui a 6 mois, bah, il peut aussi s'habituer à être un petit peu allongé pendant qu'on fait autre chose, quoi. Parce que d'ailleurs, c'est peut-être allongé, ça peut être une très très bonne idée, allongé sur le sol pour apprendre à se retourner, etc. Donc, donc tout est dans la mesure. Voilà, bien sûr, hein. L'ADME, diversification menée par l'enfant, ça c'est une technique où on donne à l'enfant des morceaux à manger à partir du moment où il est capable de s'asseoir seul, des morceaux suffisamment grands, bien cuits, etc. Dans l'idée de ne pas lui donner que de la purée, mais et qu'il ait aussi le choix de manger comme il veut. Donc très bien. Mais c'est pareil, la DME, ça ne veut pas dire qu'après, on laisse des enfants de 3 ans quand ils arrivent à la maternelle qui ne sont pas foutus de se servir d'une cuillère ou qui en foutent partout en mangeant avec leurs doigts, n'importe comment, quoi. Donc,
Tout est dans la mesure. Là, c'est pareil, hein, c'est pas parce que vous faites de la DME que votre enfant va être forcément super intelligent. Est-ce qu'il sera plus est-ce qu'il mangera de tout? C'est même pas sûr non plus. Parce que je rappelle aussi que les enfants, ils ont leur propre goût, comme nous. Donc, faire croire que du moment qu'on fait ça, il mangera de tout, bah, sauf s'il a décidé qu'il ne mangera pas de tout. L'éducation positive. Puis-je être contre l'éducation positive? Évidemment non. Mais enfin, dans l'éducation positive, il y a un chapitre sur les limites. Et oui, il y a certains enfants, on va leur dire file dans ta chambre. Et oui, avec des enfants qui sont petits, on va faire du retrait, on va les asseoir sur une chaise ou les sortir de l'activité pour leur dire que là, on n'est pas d'accord. Et mettre des limites, c'est pas nouveau, hein. Je sais bien que les gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas lu Dolto, mais elle disait aussi, hein, qu'il y a un truc à partir de 18 mois qui s'appelle la loi de non-nuisance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à marcher et se déplacer, il est interdit de nuire aux autres. Donc l'éducation positive, oui, mais pas en mode béni oui oui, hein. Et puis il y a en fait, ça suffit pas de parler aux enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils disent oh maman, tu as tout à fait raison, je ne vais pas faire ça. Il y a un moment, il faut poser la limite. Donc l'éducation positive avec des limites claires. L'hygiène naturelle infantile, donc bah là, pourquoi pas, on veut faire ça. Donc l'hygiène naturelle infantile, c'est on met pas de couche et on est très attentif, ou on peut mettre une couche, mais on est très attentif à son enfant pour savoir s'il a envie de faire pipi, il a envie de faire caca. Et dans ce cas-là, on lui enlève la couche et on le met sur un pot. Très bien. Bah, en tant que professionnel dans une crèche ou assistante maternelle, très très compliqué quand même, hein, parce qu'on peut pas faire ça tout le temps. Et bon bah là c'est pareil. Est-ce qu'on va devenir plus intelligent, propre plus tôt? Peut-être ou peut-être pas. Voilà. Ce qui est clair, c'est que quand on prend le temps d'apprendre aux enfants qu'il y a un temps pour tout et que c'est bien de prendre son temps pour aller sur le pot, voilà, parce que sur le fait que les enfants, des fois, gardent des couches trop longtemps, il y a aussi l'idée qu'à un moment, bah, on n'a même plus le temps pour aller faire ses besoins. Parce que tout doit être vite fait, hein. Donc, puis parce que les parents, ils sont des fois très ambivalents par rapport à la propreté. C'est-à-dire, je veux bien qu'il soit propre, mais je veux pas qu'il pisse dans le siège auto. Donc, en fait, j'en mets une couche quand il est dans la voiture, quoi. Voilà. Ou si, moi, je suis en Haute-Savoie, si on fait du ski, c'est sûr que d'avoir du pipi dans la combi, c'est pas très marrant, donc on met des couches. Bref, donc hygiène naturelle infantile, pourquoi pas? Mais c'est pas la peine de dire que ça va résoudre tous les problèmes de l'existence. Et puis dans les collectivités, c'est quand même quelque chose qui est très très compliqué à faire, quoi, hein. Voilà. Le cododo, très bien le cododo. Enfin, on n'est pas censé vraiment dormir dans le même lit que ses enfants, parce qu'il y a quand même des risques d'écrasement. Et puis c'est pas la peine de dire que oh, mais non, une bonne mère n'écrase pas ses gosses, parce que ça c'est juste de la culpabilisation à 2 balles. Donc oui, on peut faire du cododo avec un lit qui est attaché au lit des parents, voilà. On peut avoir le lit de l'enfant dans la chambre des parents si on trouve que c'est bien et c'est mieux pour l'enfant parce qu'on entend. Mais si en fait à un moment on se rend compte qu'on peut pas dormir dans des conditions pareilles, en fait on a tout à fait le droit de mettre le lit dans la chambre d'à côté. Voilà, en général, quand l'enfant il se réveille, etc., voilà, on entend, et puis sinon on met un babyphone si vraiment on a besoin, mais voilà. Donc, enfin, je veux dire, c'est pareil, le cododo, est-ce que ça donne des enfants plus sécures que les autres? Est-ce que c'est la panacée universelle pour qu'ils soient intelligents, autonomes et tout? Ben non, en fait, ça dépend des conditions des parents, ça dépend où ils vivent, ça dépend dans quelles conditions et ce qui leur convient. Et on peut commencer avec du cododo et puis se rendre compte que ça va pas, quoi. Voilà. Donc l'intérêt, c'est ça, en tant qu'accompagnant, c'est de se dire, bah, les gens font des essais, ils testent des trucs, ça leur va pas. À qui ils peuvent dire que ça va pas? À qui ils peuvent réfléchir et penser, hein. Et ça, c'est important. Voilà, donc j'ai mis toutes les méthodes avec des promesses des fois délirantes. Alors, je ne parle pas des professionnels sérieux parce qu'on ne promet pas des choses délirantes, mais à chaque fois qu'on propose des choses délirantes comme ça, voilà, qu'il va être plus intelligent, plus beau, il n'y aura plus de problème de si. En fait, ça n'existe pas parce que éduquer un enfant, c'est toute sa vie faire face à des problèmes et réfléchir à des solutions. Ah oui, j'ai mis aussi qu'il y a une difficile critique des pratiques en tant que professionnel parce que ça, c'est ce que j'ai rencontré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis que j'ai des doutes sur certaines choses ou que je ne suis pas d'accord avec des façons de présenter, en gros, on me dit que je suis dans le jugement. Donc, quand on est professionnel, c'est pas forcément facile en fait de dire aux gens en face qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais voilà, quand on arrive à discuter dans la nuance, on arrive quand même à faire comprendre des choses. Après, j'évite maintenant de mettre des trucs sur Facebook pour critiquer parce que les gens ne prennent pas très très bien. Du coup, quand on va accompagner les parents, en fait, accompagner les parents, c'est favoriser la pensée sur les désirs, sur les besoins. C'est-à-dire, d'abord, de quoi mon enfant a besoin ou qu'est-ce qu'il désire. C'est-à-dire que c'est pas pareil, par exemple là, il aurait besoin d'aller dormir parce qu'en fait il est fatigué, sauf qu'en fait il désire rester avec moi. Ben, moi en tant que parent, je vais me positionner en disant bah moi là tu vas aller te coucher parce que tu as besoin de dormir. Même en tant que parent, c'est-à-dire que on a aussi des besoins en tant que parent.
Donc, peut-être qu'on a besoin d'aller prendre sa douche tout seul, peut-être qu'on a besoin de repos, et ben oui, on peut mettre son enfant dans son lit et puis aller se coucher, par exemple. Et en tout cas, les parents, ils ont besoin de comprendre qu'à chaque fois que l'enfant demande quelque chose, évidemment, ça dépend évidemment de l'âge, hein, mais que tout n'est pas un besoin. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les enfants, ils vont piquer des crises parce qu'ils veulent prendre le téléphone. Ben, je suis désolée, prendre le téléphone, c'est pas un besoin. Jouer est un besoin. Donc, réfléchir là-dessus. Ce qui veut dire aussi, oui, je fais, voilà. Valoriser l'expérience et la nécessaire adaptation à la réalité, ça veut dire que quand on est face à des parents, on peut aussi faire ressortir tout ce qu'ils ont fait de bien. Voilà, mais vous avez déjà testé ça, ou vous avez déjà fait ça, vous voyez, ça marche bien, là, vous vous débrouillez bien avec votre enfant. Et puis, il y a des choses, bah oui, vous aviez décidé de faire du cododo, bah ça fonctionne pas. Eh ben, on s'adapte à la réalité, quoi. Sachant aussi que quand on a un enfant, un deuxième enfant, on se rend compte que peut-être tout a bien marché avec le premier, avec le deuxième, ça marche moins bien. Et là, on se rend compte qu'on a eu de la chance. Hein, alors qu'on croyait qu'on avait trouvé toutes les bonnes solutions, que les autres, ils devaient être nuls parce qu'ils n'avaient pas trouvé. Mais en fait, on va s'adapter à la réalité. Introduire des nuances face aux méthodes, hein, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc. Voilà, une méthode, c'est juste un outil. Hein. C'est pas un but en soi. Et puis surtout, je trouve que la responsabilité des professionnels, c'est de donner des informations. C'est pas donner des conseils, c'est donner des informations. Donc, une maman qui a un enfant qui a 1 an et qui se réveille encore 4 fois la nuit pour boire des bibes, euh, bah, on pourrait lui dire, bah, écoutez, je vous conseille d'arrêter les biberons. Bon, on sait que ça ne marchera pas si on dit ça. Par contre, on peut lui dire, bon, bah, écoutez, voilà, à l'âge qu'il a, votre enfant, là, à 1 an, en fait, il n'a plus besoin de manger la nuit. C'est pas un besoin physiologique. Voilà. Donc, c'est pas un besoin physiologique. Donc, aux parents de tirer la conclusion que, bah, donc, on pourrait s'arrêter. Et puis après, bah, on peut donner des informations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs façons pour arrêter les biberons la nuit. On peut commencer par donner de l'eau au lieu du lait. On peut diminuer la quantité du biberon. On peut donner voilà, des plus petits biberons. On peut petit à petit ne plus en donner. Si vraiment c'est compliqué, on peut en garder. Enfin voilà, mais donner des informations. Et pas dire vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Parce que ça, en général, ça marche pas très bien. Et en fait, ça favorise pas la réflexion. Et la réflexion, c'est de dire en fait, il faut s'adapter à la réalité. Et il faut s'adapter aux besoins de l'enfant, et ça veut dire qu'il y a des trucs où il faut savoir. Voilà. Donner des informations, c'est aussi dire que, ben oui, les enfants, quand ils ont 1 an, ils ont encore besoin de dormir l'après-midi. Voilà. Et dormir dans la voiture tous les week-ends, ben, c'est peut-être pas la bonne chose. Voilà. Euh, que les enfants ont besoin de jouer, que les enfants n'ont pas besoin qu'on les entraîne à marcher aussi, parce qu'ils s'apprennent à marcher du moment qu'on les met dans un environnement favorable. Donc, on n'est pas obligé de les mettre dans un camp d'entraînement intensif pour apprendre à marcher ou pour parler, par exemple. Hein. On s'apprend à parler parce que les enfants parlent. Donc, tout ça, c'est des choses relativement simples, mais qui donnent des repères aux parents, qui leur donnent des indications et dont ils peuvent se saisir pour réfléchir sans se sentir coupable et de se dire, voilà, comment je fais avec ça pour m'adapter à mon enfant et faire ce qui est bien pour nous. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que ça vous a éclairé sur les besoins des parents et les difficultés qu'ils rencontrent pour ne pas juger et être capable voilà, d'être dans un esprit de coopération. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez bien, je vais répéter toujours pareil maintenant. Bah, vous pouvez la liker parce que j'aime les likes. Et puis écoutez, à bientôt!